Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire sur l'évaluation des impacts d'une politique sur le développement durable. Co-organisé par l'ICAT, l'Initiative pour la transparence de l'action climatique, et le CITEPA. Ce webinaire sera animé par Juliette Camus, qui est juste en face de moi. Et je vais prendre juste 2 minutes, moi, pour vous remettre en contexte les éléments. Et puis après, on passera au discours de Henning. Et puis ensuite, on passera à la présentation. Pour rappel sur les objectifs du projet, c'est-à-dire pourquoi ce guide a été traduit en français, puisque c'est tout l'objet de cette réunion. En fait, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà très familier en tout cas bien familier des méthodologies et outils ICAT sur tous les aspects de la transparence climatique, donc atténuation, développement durable, finance climat, etc. Et il se trouve qu'il y a eu un besoin qui a été identifié de la part des pays francophones de disposer des guides ICAT en français. Et donc, à cet effet, le CITEPA a été mandaté par l'ICAT pour traduire 6 guides de l'anglais au français et mettre en place des activités associées pour participer à la diffusion de ces guides auprès des acteurs concernés. Vous avez peut-être déjà participé au premier webinaire qui a eu lieu en début d'année sur le premier guide traduit qui était sur la finance climat. Aujourd'hui, on va vous présenter le guide méthodologique sur le développement durable. Et demain, ce sera moi qui vais vous présenter le guide sur la participation des parties prenantes. Donc, on a déjà traduit ces 3 guides et donc il nous en reste 3. Le guide méthodologique sur le secteur de l'agriculture qui sera traduit normalement pour la rentrée ou d'ici la fin de l'année, je ne sais plus exactement. Le guide sur le suivi de la transition juste, celui-là, il sera traduit pour la rentrée. Et le guide sur les liens entre articles 6 et 13 de l'accord de Paris, qui est en cours de traduction. Voilà, et donc à chaque fois qu'on traduit un guide, on fait un webinaire et il y aura des activités associées autour de ça. Voilà. Ah oui, juste un dernier mot sur l'agenda et après, Henning, vous pouvez y aller. Après le discours d'ouverture de la part d'Henning, Juliette reviendra sur les enjeux internationaux en matière de développement durable. Elle fera une présentation générale du guide et une présentation assez courte des étapes méthodologiques. Et puis ensuite, vous pourrez poser quelques questions. Et ensuite, nous aurons un retour d'expérience de la Guinée sur l'application concrète de la méthodologie dans le pays. Et vous pourrez également poser vos questions. Et puis, on clôturera le webinaire. Voilà. Vous pouvez télécharger aussi le guide dès maintenant en vous pouvez scanner le QR code, mais pas d'inquiétude, vous pourrez le revoir à la fin de ce webinaire. Donc, ne vous pressez pas, on vous le remettra à la fin. Ouais, allez-y, Henning. On vous écoute. Très bien, merci. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers partenaires nationaux et chers amis. C'est vraiment un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui pour le lancement de la version française du guide de l'ICAT sur le développement durable. Un des guides fondamentaux de la série des guides d'évaluation des politiques de l'ICAT. Ce guide traite un aspect essentiel de la mise en œuvre de l'action climatique et donc de la mise en œuvre aussi des contributions nationales déterminées des CDN, tellement centrales dans le processus global cette année 2025 où la mise à jour des CDN est due. Je suis donc ravi de constater que vous êtes nombreux aujourd'hui, ce qui démontre clairement votre engagement à faire progresser l'agenda de l'action climatique par les biais de la transparence. Laissez-moi souligner que la transparence, comme prévu par l'article 13 de l'accord de Paris, sert comme base pour le reporting et en même temps
comme base pour assurer l'action climatique efficace. Le deuxième objectif, assurer l'efficacité de l'action climatique, est vraiment au centre de vos efforts cette année, et c'est le but du guide que nous lançons aujourd'hui en français. Ce guide est désormais plus accessible aux décideurs politiques, aux praticiens et à la société civile dans les pays francophones d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe et au-delà, contribuant ainsi à promouvoir une action climatique inclusive et efficace. Grâce à l'engagement de l'ICAT dans près de 20 pays francophones, incluant notre travail avec le Hub régional pour l'Afrique centrale, impliquant les 11 États membres de la CEAC, nous avons le plaisir de travailler avec beaucoup d'experts francophones. Nous apprécions tous les efforts que les partenaires nationaux, les gouvernements et les parties prenantes mettent en œuvre pour avancer l'action climatique à travers la transparence et avec le soutien de l'ICAT. Ce guide sur le développement durable aide les pays à évaluer systématiquement les impacts sociaux, économiques et environnementaux des politiques climatiques, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il renforce l'élaboration des politiques et des mesures en identifiant les synergies entre l'action climatique et les priorités nationales en matière de développement. Ce guide est un complément central des guides de la série de l'ICAT, dont la majorité soutient une évaluation d'impact des politiques sur le niveau d'émissions des gaz à effet de serre. Donc, pourquoi est-ce que ce guide est tellement important? L'accord de Paris n'est actuellement pas en voie d'atteindre ses objectifs. Nous avons entendu de la part de nombreux pays, inclus des pays participants au webinaire d'aujourd'hui, qu'il existe un écart énorme dans la mise en œuvre des premières séries de CDN. Deux défis principaux sont généralement mis en avant. Premièrement, mobiliser le financement climatique et deuxièmement, engager les parties prenantes au niveau national, à commencer par les ministères de tutelle en charge des politiques et des mesures sectorielles nécessaires pour progresser l'action climatique. Ces deux défis ont un aspect commun: le chaînon manquant entre l'action climatique et la dimension économique. Les acteurs des différents secteurs ne comprennent pas l'action climatique et les objectifs climatiques. Ils doivent connaître le lien entre l'action climatique et les variables économiques qu'ils connaissent parfaitement. Il en va de même pour les institutions financières. Ils doivent également comprendre les impacts économiques de l'action climatique et son lien avec le développement économique de chaque pays. C'est précisément ce que le guide que nous lançons aujourd'hui en français contribuera à réaliser. Il permet d'évaluer les impacts de l'action climatique sur le développement durable et constitue donc un élément essentiel de l'élaboration des plans de mise en œuvre des CDN. Sans la capacité d'estimer et de présenter aux parties prenantes et aux institutions financières les impacts socio-économiques des mesures prévues pour mettre en œuvre les CDN, il ne sera pas possible de réussir le défi de la mise en œuvre. L'utilisation de ce guide peut aller plus loin. Pour les pays qui visent une action climatique très ambitieuse, une action qui nécessite des changements fondamentaux dans certains secteurs, la compréhension des impacts
socio-économique est encore plus important. Un changement transformateur nécessite un soutien solide aux politiques et aux mesures assorties d'un plan pour assurer une transition juste. Pour élaborer un tel plan, une bonne compréhension des impacts à l'aide du guide que nous lançons aujourd'hui constitue une base solide. L'ICAT a récemment lancé un guide sur le suivi des transitions justes qui permet de franchir une étape supplémentaire. Et je suis content de mentionner que ce guide sera également disponible en français bientôt. Vous disposez donc de nombreux outils et je tiens à ajouter que l'ICAT est prête à accompagner tous les pays dans leur mise en œuvre et à relever les défis liés à la transparence. Gardez à l'esprit que la transparence est le fondement de l'efficacité des CDN. À mesure que vous soumettez votre CDN 3.0, pensez à utiliser la transparence pour planifier une mise en œuvre efficace. Sinon, les CDN resteront lettres mortes. Avant de conclure, je tiens à remercier l'équipe du CITEPA pour les efforts qu'elle a déployés pour traduire ce guide et d'autres guides de l'ICAT, ainsi que pour l'organisation de ce webinaire. Et je tiens également à vous remercier tous d'être présents aujourd'hui et de continuer à vous engager pour une transparence efficace qui permettra à l'accord de Paris d'atteindre ses objectifs si importants et de plus en plus urgents. Et je vous parle de bonne où nous avons plus que 35 degrés aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Henning pour cette introduction très complète et le rappel des enjeux en matière de transparence climatique et d'évaluation des impacts des politiques. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais continuer sur une présentation assez courte en 4 parties, en faisant un bref rappel tout d'abord des enjeux internationaux en matière de développement durable et d'action climatique, suivi d'une présentation générale du guide, du périmètre, de son applicabilité, à quel type de politique. J'enchaînerai avec une présentation assez brève des étapes de la méthodologie. Et puis, nous aurons la chance d'avoir un retour d'expérience de la Guinée dans l'application de ce guide méthodologique à son plan d'électrification rurale. Donc, ça viendra conclure ce webinaire et tout le long, nous aurons des temps d'échange de Q&A pour poser des questions. N'hésitez pas également à poser des questions dans le chat le long du webinaire. Donc, pour rappel, le développement durable, c'est un concept qui est né en 1987 dans un rapport de l'ONU, le rapport Brundtland, qui définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Cette définition, elle a été opérationnalisée en 1992 lors du sommet de la Terre, où le développement durable a été défini comme un équilibre entre 3 piliers. Donc un développement qui soit à la fois écologiquement soutenable, donc qui respecte les limites planétaires et notamment l'habitabilité de la planète. Un développement qui soit socialement équitable et juste pour tout le monde, et un développement qui soit économiquement efficace, donc qui soit favorable à la croissance économique. Et enfin, en 2015, il y a les agendas 2030 qui ont été adoptés par les 193 États membres de l'ONU et qui ont défini 17 objectifs de développement durable, dont éradiquer la pauvreté, lutter contre le changement climatique et garantir la prospérité pour tous. Et donc, ce guide vous aide à évaluer l'impact des politiques publiques et des politiques climatiques sur chacun de ces 3 piliers du développement durable et sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Les 17 objectifs sont les suivants. Je ne vais pas tous les citer parce que ce serait un peu long, mais il y a la lutte contre le changement climatique,
l'éducation, la santé, le développement économique, la préservation des emplois, etc. Ils sont accompagnés chacun de une à une dizaine de cibles. Donc là, par exemple, je vous ai mis l'exemple pour l'extrême pauvreté qui est associée à 7 autres cibles, comme la lutte contre la pauvreté à l'échelle d'un pays. Donc vérifier que chaque membre du pays est en dessous du seuil international de pauvreté. Mais il y a aussi des cibles qui concernent la mobilisation de financement pour lutter contre la pauvreté. Donc voilà, chacun de ces objectifs est déclinable en quelques cibles. Et ensuite, chaque cible est déclinable en indicateurs de suivi. Donc là, pareil, je vous ai mis 2 indicateurs pour la cible 2 de l'objectif 1. Donc on peut suivre la proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, par exemple. Et ce guide est compatible avec l'évaluation de l'impact des politiques sur chacun des indicateurs de suivi des objectifs de développement durable, qui sont en 2004 un peu en retard. On a seulement 17% des cibles au niveau mondial qui sont en passe d'être atteintes. Donc voilà, ce guide est aussi là pour nous rappeler qu'il faut renforcer l'action climatique en faisant attention à respecter les 3 piliers du développement durable. Pourquoi c'est important d'évaluer et de rapporter l'impact des politiques climatiques sur le développement durable? Quels sont les avantages de cette démarche? D'une part, ça permet la transparence nationale. Donc, c'est important de rapporter les impacts des politiques climatiques à la fois sur le climat et sur les objectifs de développement durable. Ça permet de rendre compte des impacts futurs attendus et également des bénéfices passés, donc pour mettre en avant l'action du gouvernement. Et ça permet donc, par exemple, en mettant en avant les bénéfices dans plusieurs, les co-bénéfices dans plusieurs catégories d'impact du développement durable, d'accéder et de cibler les financements internationaux vers les politiques climatiques. Ça permet donc, par ce biais, de soutenir également l'action climatique des gouvernements en identifiant et en promouvant les politiques qui conduisent à des avantages non seulement climatiques, mais aussi en matière de santé, d'emploi, etc. Ça permet d'appuyer la réalisation des objectifs du développement durable et des contributions déterminées au niveau national, de suivre les progrès accomplis par rapport aux objectifs, notamment pour les CDN dans le cadre de transparence renforcée de l'accord de Paris. Et ça permet également de renforcer l'adhésion aux politiques climatiques en démontrant auprès de la population, auprès des acteurs de la société, en démontrant les bénéfices à la fois climatiques, mais aussi environnementaux plus généraux, sociaux et économiques. Ça permet également de gérer plus efficacement les ressources financières, de prioriser les secteurs, les programmes, les politiques, les projets qui permettent d'atteindre à la fois les objectifs climatiques et ceux du développement durable, en orientant les dépenses là où on évalue qu'il y aura les meilleurs impacts et les impacts les plus positifs. Et enfin, ça permet donc d'éclairer la prise de décision, d'améliorer la conception des politiques avant leur mise en œuvre, en maximisant les effets positifs et en minimisant les effets négatifs. Ça permet également d'aligner les politiques climatiques sur des principes internationaux reconnus par tous en matière de développement durable, de changement climatique ou de droits de l'homme, ou aussi sur les réglementations nationales. Donc après cette brève introduction, je vais vous présenter maintenant le guide méthodologique en matière de développement durable qui a été traduit. C'est un guide qui est transversal, qui est adaptable à tous les secteurs, les politiques de tous les secteurs, donc énergie, agriculture, industrie. Il propose des méthodologies à la fois pour l'évaluation qualitative des politiques, de manière narrative, mais également des méthodologies pour l'évaluation quantitative en chiffrant les impacts. Il y a une particularité, c'est qu'il a une approche par recommandation clé, qu'on retrouve dans plusieurs autres guides ICAT. Vous avez au début de chaque chapitre une checklist avec les recommandations clés, un petit résumé des étapes clés à appliquer, en laissant une certaine flexibilité. Donc, elles sont là pour être lues, mais si un pays décide de ne pas toutes les appliquer, c'est possible. Le guide, il est compatible avec d'autres cadres
de transparence, donc avec ceux liés aux objectifs de développement durable, mais également avec l'ETF, donc le cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris, qui permet de remplir les informations sur la section sur les politiques et mesures du rapport biennial de transparence et la CTF numéro 5, par exemple. Et ce qui est particulier à ce guide aussi, c'est qu'il y a un exemple fil rouge illustratif tout le long du guide. Donc, vous suivez une présentation théorique des étapes et ensuite une application étape par étape de la méthodologie à un exemple de politique d'incitation à l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Ça vous permet de voir de manière assez claire comment mettre en œuvre le guide. Quels sont les objectifs? Donc, selon la typologie d'utilisateur, ce guide permet de répondre à plusieurs objectifs qui ont déjà été un peu abordés par Henning. Donc, pour un gouvernement, il permet d'évaluer les incidences environnementales, sociales et économiques des politiques climatiques, d'éclairer la conception et la mise en œuvre des politiques, d'améliorer le suivi des politiques climatiques et le suivi des progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Il permet également d'évaluer rétrospectivement, donc à la fin de la politique, ces incidences pour en tirer des leçons pour les prochaines et de faciliter l'accès au financement des politiques et mesures climatiques. Pour les bailleurs de fonds et les institutions financières, il peut permettre d'évaluer l'impact des financements fournis à des pays, donc en matière de subventions, de prêts, notamment pour les financements basés sur des résultats. Pour les entreprises, il peut permettre d'évaluer l'impact des actions du secteur privé, notamment la mise en œuvre de nouvelles technologies, ou d'évaluer l'impact de politiques gouvernementales sur le secteur privé et sur l'économie en général. Pour les ONG, les institutions de recherche, ça permet de donner une évaluation un peu indépendante sur la politique climatique du gouvernement et de soutenir l'action des décideurs. Et pour les parties prenantes, donc les membres de la société civile, ça permet de participer plus efficacement au cycle de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques, afin de faire valoir leurs préoccupations et leurs intérêts. Donc pour ça, je vous invite aussi à vous rendre au webinaire de demain qui sera animé par Ludivine sur la participation des parties prenantes dans ce processus-là. Donc, au cours du guide, il y a quelques définitions qui sont un peu importantes à connaître et des mots que je vais utiliser, que je préfère définir avant. Donc, quand on parle de dimension, on parle des 3 piliers du développement durable, économiques, sociaux et environnementaux. Si je parlerais de catégories d'impact, donc là, c'est des groupes d'impact sur le développement durable qui ne correspondent pas vraiment aux 17 cibles des ODD. Il y en a certaines qui ont été mixées, d'autres qui ont été supprimées, mais globalement, on couvre à peu près les cibles des ODD. Donc, il y a l'emploi, la qualité de l'air, par exemple. Je parlerai d'impact spécifique. Là, ce sont des variations au sein d'une catégorie d'impact. Donc, par exemple, un changement spécifique au sein d'une catégorie d'impact. Ensuite, je parlerai d'indicateurs. Donc là, c'est un indicateur qui permet d'évaluer la variation d'un impact spécifique au sein d'une catégorie d'impact. Et les paramètres sont des données qui permettent de calculer les variations des indicateurs. Ce guide, il peut être appliqué à plusieurs étapes du cycle de conception et de mise en œuvre des politiques climatiques. Donc, il peut être appliqué avant la mise en œuvre de la politique pour évaluer les bénéfices attendus, les impacts attendus et voir et fixer des objectifs de cette politique climatique. Il peut être appliqué pendant la mise en œuvre pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique et aussi suivre les progrès accomplis en matière d'impact sur le développement durable. Et il peut également être appliqué après la mise en œuvre des politiques pour évaluer de manière ex post donc, les impacts de cette politique et de vérifier, par exemple, si les objectifs définis ont été atteints ou pas. Donc, il s'applique à tout type d'impact sur le développement durable. C'est une méthodologie qui est conforme aux ODD, aux objectifs de développement durable. Donc voilà, il s'applique aux impacts environnementaux, à l'atténuation du changement climatique, par exemple, mais aussi aux impacts sur l'eau, l'usage des terres, les déchets. Il s'applique également aux impacts sociaux en matière, par exemple, de santé et de bien-être, d'éducation et de culture.
Euh, vous retrouvez toutes ces listes dans le guide, bien évidemment. Et il s'implique aux impacts sur le développement durable, aux impacts économiques, en termes d'emplois générés par les politiques, d'activité économique, de productivité économique générée, etc. Donc voilà, c'est vraiment un guide très transversal. Il s'applique à tout type de politique également, sachant que plus la politique est définie de manière précise, plus il sera facile de trouver des données et d'appliquer le guide. Donc par exemple, si on se place à l'échelle de stratégies très nationales, de plans nationaux comme euh, accroître l'efficacité énergétique de 20% dans un pays d'ici 2030, l'applicabilité, elle est partielle parce que pour l'appliquer, il faut vraiment savoir quel type d'instruments vont être utilisés. Donc, si on descend d'une échelle et qu'on applique ce guide à l'échelle d'un instrument politique, donc par exemple une norme d'efficacité énergétique pour les appareils, ça nous permet d'avoir des données plus précises pour appliquer cette méthodologie. Donc, voilà. La méthodologie, je vais vous la présenter. Donc, elle se décline en 6 étapes principales. La première, c'est de comprendre le contexte de la politique et de définir les objectifs. Donc, pardon, je ne l'ai pas dit, mais il y a 14 chapitres en tout qui sont répartis dans ces 6 étapes. Donc là, chaque ligne correspond à un chapitre, globalement. Donc, voilà, la première partie, c'est vraiment de comprendre le contexte du guide, comment appliquer la méthodologie, comment définir les objectifs d'une évaluation, et pour comprendre les concepts clés, les définitions clés. Il y a une deuxième étape qui consiste enfin, une deuxième partie qui consiste à définir l'évaluation. Donc là, voilà, on a une politique qu'on souhaite évaluer. Il faut qu'on définisse clairement quelle politique on veut évaluer, quel type d'instrument c'est, et qu'on choisisse aussi la catégorie d'impact et les indicateurs à évaluer pour cette politique. On choisit également la temporalité de l'évaluation. Ensuite, on a une troisième partie qui nous apprend comment mener une évaluation qualitative des impacts, donc de manière plutôt narrative sur les indicateurs et les catégories d'impact identifiées précédemment. Donc pour ça, il faut identifier les impacts spécifiques de la politique et évaluer qualitativement chaque impact spécifique. Donc je reviendrai plus tard sur comment faire ça un peu plus concrètement. On a une quatrième partie qui concerne l'approche quantitative, donc l'évaluation quantitative des impacts de la politique. Là, pareil, ce sera plus détaillé plus tard, mais on verra comment établir un scénario de référence, un scénario de la politique et comment en conclure l'impact spécifique de la politique évaluée. On a une cinquième partie qui concerne le suivi et le rapportage. Donc, comment suivre une politique dans le temps et comment rapporter les données de l'évaluation. Et enfin, on a une sixième partie qui concerne la prise de décision et l'utilisation des résultats. Pour comprendre le contexte de la politique, donc la première étape est définir les objectifs. Il peut être utile de compléter, donc il y a des formats de rapportage qui sont proposés par le guide, donc de, de compléter ces formats de rapportage où on va demander une série d'informations sur la politique. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, il y a des informations très générales, comme la date de l'évaluation, la personne responsable, les objectifs de l'évaluation, si l'évaluation elle est plutôt qualitative ou quantitative, si elle a lieu avant ou après la mise en place de la politique, quelles sont les opportunités pour la participation des parties prenantes, quelle est la période de l'évaluation, et enfin des informations un peu plus spécifiques à la politique, donc la date de mise en œuvre, le statut, est-ce qu'elle est déjà planifiée, est-ce qu'elle est déjà mise en œuvre, une description précise des interventions, est-ce que c'est une mise en place d'une technologie, est-ce que c'est une norme, est-ce que c'est une interdiction, est-ce que c'est une subvention. On va aussi décrire la couverture géographique, les secteurs cibles, etc. Et éventuellement la procédure MRV existante pour suivre la politique. Une fois qu'on a rassemblé toutes ces informations, on peut définir plus clairement l'évaluation. Et pour ça, on va choisir les catégories d'impact à évaluer. Donc, pour rappel, les catégories d'impact, c'est les, les cibles des objectifs de développement durable, donc l'air, la qualité de vie, l'environnement, etc.
Et pour ça, on va se demander, pour chaque catégorie d'impact, si elle est pertinente à évaluer pour la politique et si elle est importante à évaluer. Donc, importante, ça veut dire est-ce que la catégorie d'impact est significativement impactée par la politique? Donc, voilà, vous voyez, là, par exemple, on a un format de rapportage, on se demande si c'est important. Donc, là, on a estimé que oui, la politique publique avait un impact important sur l'atténuation du changement climatique. Et enfin, on va se demander si elle est pertinente. Et là, la pertinence, c'est un concept un peu plus subjectif en fonction des objectifs et des priorités du pays en matière de développement durable et aussi en fonction des priorités des parties prenantes qui ont été consultées. Donc, on fait ça pour l'ensemble des catégories d'impact, à la fois dans le pilier environnemental, social et économique. Et ça nous donne la liste des catégories d'impact qu'on souhaite inclure dans l'évaluation. La deuxième étape, c'est d'identifier les impacts spécifiques au sein de chaque catégorie d'impact. Donc ici, par exemple, on prend l'exemple d'une politique d'incitation à l'énergie solaire photovoltaïque. On va se demander quels sont les impacts de cette politique. J'ai juste un petit problème de zoom. Excusez-moi. Non, bon, tant pis. On va se demander quels sont quels sont les impacts spécifiques au sein de chaque catégorie d'impact. Donc, par exemple, pour cette politique d'incitation à l'énergie solaire photovoltaïque, le premier impact qu'on identifie, c'est l'augmentation de l'installation de panneaux PV par les ménages en raison de leur coût réduit. Donc, on imagine qu'on est sur une subvention. Ça va entraîner divers autres impacts qu'on appelle des impacts de second niveau. Donc là, on réalise une chaîne causale. Donc, ça va augmenter la production d'électricité à partir de panneaux solaires installés sur les toits. Donc ça, c'est un impact lié plutôt à l'énergie, à l'environnement. Mais ça va également avoir des impacts dans les impacts liés aux emplois. Donc, ça va augmenter des emplois dans le secteur de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance des panneaux solaires, mais également les emplois dans les secteurs des technologies solaires, des réseaux électriques, l'extraction des terres rares pour les cellules PV, et également les emplois dans le secteur de la fabrication et le transport de l'énergie solaire. Notre première catégorie d'impact, notre premier impact spécifique, pardon, c'était l'augmentation de la production d'électricité. Ça va avoir des impacts de troisième niveau. Donc, ça va diminuer. Donc, plus on produit l'électricité à partir de panneaux solaires, ça va diminuer la demande d'électricité centralisée et raccordée au réseau qui provient, on imagine, à la base de charbon et de gaz naturel. Et ça va également, parallèlement, diminuer la demande de production décentralisée à partir de générateurs diesel. Et si on reste sur notre premier impact spécifique de diminuer la demande d'électricité centralisée raccordée au réseau, ça va encore avoir des impacts sur les emplois. Donc, la diminution des emplois dans les secteurs de la conception et de la maintenance des centrales électriques à combustion fossile, et la diminution des emplois dans les secteurs de l'extraction, du transport et de l'import-export de combustibles fossiles. Donc, on voit qu'à partir d'une seule politique, on peut faire une chaîne causale avec des impacts de premier, second, troisième et quatrième niveau, voire même cinquième si vous arrivez jusque-là, pour identifier les impacts spécifiques au sein de chaque catégorie d'impact. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut rapporter ça. Et là, encore une fois, il y a des formats de rapportage qui sont proposés par le guide. Donc, ça se présente sous forme de tableau où on liste les impacts spécifiques identifiés dans chaque catégorie d'impact. Donc là, on a illustré l'exemple de l'atténuation du changement climatique. Et le premier, par exemple, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques fossiles raccordées au réseau. On peut également donner des informations comme est-ce que l'impact il est inclus dans le périmètre de la juridiction ou est-ce que c'est hors du périmètre de la juridiction.
voilà, et rapporter les méthodes qui ont été utilisées pour identifier ces impacts. Donc ça nous permet d'avoir l'ensemble de nos catégories d'impact et de nos impacts spécifiques qu'on décide d'inclure dans l'évaluation. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer soit à une évaluation quantitative, soit à une évaluation qualitative des impacts. Donc nous, la troisième partie, ça concerne l'évaluation qualitative des impacts. Et pour ça, pour chaque impact spécifique identifié, donc qu'on a de chaque ligne de notre tableau ici, on va essayer de caractériser cet impact spécifique. Pour ça, on va définir pour chaque impact à la fois sa probabilité d'occurrence, qui va de très peu probable à très probable, et son ampleur, qui peut être majeure, modérée ou mineure. Et on va également définir si le changement est positif ou plutôt négatif. Donc on fait ce travail-là pour chaque impact spécifique identifié. Et à partir de ça, on peut déterminer la significativité de chaque impact. Et voilà, en fait, les impacts qu'on va garder et qu'on va définir comme significatifs, ce sont ceux qui sont à la fois probables et dont l'ampleur est modérée à majeure. Voilà, que ce soit positif ou négatif. Donc on a un tableau qui nous aide à définir la significativité de chaque impact spécifique en fonction de sa probabilité et de son ampleur. Une fois qu'on a fait ce travail, donc on peut compléter notre tableau de tout à l'heure en fonction de chaque impact spécifique, définir sa probabilité, son ampleur, la nature du changement et à partir de ces informations-là, la significativité de l'impact spécifique. Évidemment, c'est toujours bien de rapporter de manière transparente les sources et les méthodes utilisées pour déterminer la probabilité, l'ampleur de chaque impact spécifique. Ça permet voilà, une meilleure transparence de l'évaluation. Donc là, on a fait assez rapidement une évaluation qualitative. Enfin, comment se déroule une évaluation qualitative? N'hésitez pas à consulter le guide pour beaucoup plus de détails sur chacune de ces étapes. Là, je suis obligée d'être un peu brève. Et je vais passer à l'évaluation quantitative. Donc là, on va essayer de chiffrer l'impact des politiques sur des indicateurs identifiés. Et pour ça, il faut définir le périmètre des impacts spécifiques à inclure dans l'évaluation. Donc, vous vous souvenez, à partir de notre liste d'impacts spécifiques, on ne va pas pouvoir tous les inclure dans l'évaluation quantitative. Ça va dépendre de deux facteurs. On va regarder si l'impact est significatif et si l'estimation est faisable. Donc, ouais, il y a probablement plein d'impacts significatifs qu'on ne pourra pas évaluer par manque de données, mais on va garder uniquement ceux dont l'estimation est faisable dans notre évaluation quantitative. Donc, une fois qu'on a identifié les impacts spécifiques à inclure, pour chaque impact spécifique qu'on choisit d'inclure et d'estimer, il faut définir des indicateurs d'évaluation et évaluer chaque indicateur de manière quantitative par rapport à un scénario de référence. Donc ça, on peut le faire soit de manière ex ante, avant la mise en œuvre de la politique, soit de manière ex post, après la mise en œuvre de la politique. Et encore une fois, ICAT propose des formats de rapportage pour cette étape-là. Donc là, par exemple, pour le premier, atténuation du changement climatique, on a la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux centrales fossiles comme impact spécifique. Et notre indicateur, c'est les émissions de gaz à effet de serre du pays. Donc on voit que c'est mesurable de manière quantitative parce qu'on a des données dessus, donc on va l'inclure dans le périmètre de l'évaluation quantitative. Assez rapidement, pour estimer l'impact d'un indicateur, pour évaluer quantitativement l'impact d'un indicateur, on va avoir besoin de données historiques sur cet indicateur, donc qui commence avant la date de l'évaluation. Et là, si on s'imagine qu'on se place avant le début de la mise en œuvre de la politique, la prochaine étape, ça va être d'estimer la valeur de référence de l'indicateur. Donc là, il y a beaucoup de méthodes qui sont données par ICAT pour faire ça. La plus connue, c'est l'extrapolation linéaire des données historiques, mais ils en détaillent beaucoup d'autres. Donc, je vous invite à consulter le chapitre, la partie 4 du guide pour avoir plus de détails. Et une fois qu'on a établi notre scénario de référence, donc ce qui se serait produit sans la mise en place de la politique,
on va déterminer le scénario politique, donc ce qui va se produire ou ce qu'on a prévu qu'il se produise avec la mise en place de la politique. Donc ça nous donne deux courbes différentes et distinctes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, dans notre scénario de référence et dans notre scénario politique. Et la différence entre ces deux courbes nous donne l'impact spécifique de la politique ou de l'action sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà comment on évalue quantitativement l'impact d'une politique sur les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on a vraiment besoin d'un scénario de référence et d'un scénario politique et de soustraire les deux scénarios. Une fois qu'on a fait ça, on peut suivre et rapporter les indicateurs dans le temps en définissant une méthode de suivi. Donc, est-ce qu'on se compare aux valeurs historiques? Est-ce qu'on se compare à des valeurs cibles? On a également besoin de définir des indicateurs de suivi des progrès d'une politique. Si on veut, on peut, en plus des indicateurs d'impact, définir des indicateurs de progrès, donc plutôt en termes pour le renouvelable, de capacité installée, plutôt que d'émissions de gaz à effet de serre évitées. On peut également collecter les paramètres nécessaires au calcul ex post des impacts. Donc là, on s'était placé dans un calcul ex ante, mais on peut également faire ça de manière ex post, donc après la mise en place de la politique. Et définir, c'est très très important de définir la période et la fréquence de suivi et d'attribuer aussi les responsabilités de suivi aux entités gouvernementales responsables en élaborant un plan de suivi, donc avec des sources, des méthodes, des valeurs historiques, des valeurs cibles et des responsabilités. Mm. Et on peut rapporter ça dans des tableaux. Encore une fois, ICAD propose des formats de rapportage pour cette étape-là. Euh, et tout ça, tout ce que je vous dis, c'est compatible avec le remplissage de la CTF5 du cadre de transparence renforcée. Voilà, c'est une méthodologie qui est compatible avec l'évaluation des impacts des politiques climatiques et l'estimation des émissions de gaz à effet de serre évitées. La dernière étape, c'est la prise de décision et l'utilisation des résultats. Donc, prioriser les politiques climatiques, ça peut se faire en fonction de leur efficacité. Donc, en se demandant quelle option politique maximise les impacts de la politique et atteint les résultats recherchés dans les catégories d'impact sélectionnées. Ça se fait en fonction de leur rentabilité également. Donc, quelle option produit les meilleurs impacts pour un niveau donné de ressources et en fonction de leur cohérence, quelle option permet d'éviter au maximum les impacts négatifs, de maximiser les bénéfices dans l'ensemble des catégories d'impact pertinentes. Pour ça, il y a beaucoup d'outils et de méthodes qui sont détaillés dans le guide que je vous invite à regarder. Donc, normalement, notamment l'analyse coût-efficacité, l'analyse multicritère et l'analyse coût-bénéfice, etc. Ce sont vraiment des bons outils d'aide à la décision euh, qui sont présentés dans ce guide. Moi, j'ai terminé avec la présentation de l'étape méthodologique. On va laisser 5 minutes pour des questions s'il y en a. Et ensuite, on passera à une présentation de monsieur Mamadou Barry pour le retour d'expérience de la Guinée. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans la conversation, enfin oui, non, pardon, à les poser dans la conversation directement, puisque les micros ne peuvent pas être ouverts là, sur cette session. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement. On vous laisse 5 minutes pour en rediscuter si vous le souhaitez. Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas si vous en avez. Si vous souhaitez revenir sur des éléments que Juliette a présentés, que ce soit une étape ou la structure du guide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Alors, je vois qu'il y a une main levée. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat parce que vous ne pourrez pas allumer votre micro. Alors, à moins que, je pense qu'on peut Oui, on peut autoriser le micro. Oui, ok, je vais autoriser le micro du coup. Alors, j'arrive pas à lire votre nom sur le truc parce que j'ai pas accès. Mais, monsieur, je crois, Nino, c'est ça? Allez-y. Normalement, votre micro peut être activé. Euh, Alors, je vérifie le nom. Là, moi, j'ai Daoura, Neno, Maa, et il y a trois petits points parce que le nom, c'est Madou, pardon. Voilà, vous pouvez normalement activer votre micro. On vous a autorisé le. Voilà, donc si vous voulez nous poser votre question, n'hésitez pas. Ah, on a une question dans le chat. Est-ce que, Juliette, tu pourrais donner plus d'éclaircissements sur l'analyse coût-bénéfice? Oui, bien sûr. Alors, l'analyse coût-bénéfice, c'est une méthode qui consiste à attribuer un coût monétaire à différents impacts. C'est-à-dire, par exemple, vous allez évaluer les impacts sur le climat, les impacts sur les emplois, les impacts sur l'éducation, et transformer ces impacts-là en coûts monétaires pour la société, donc des coûts positifs pour si les impacts sont positifs et des coûts négatifs si les impacts sont négatifs. Et ensuite, cette transformation des impacts en coûts, ça vous permet de les agréger, d'agréger les bénéfices dans différentes piliers. Donc, on peut agréger les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques, vu qu'on a un même indicateur qui est un impact monétaire. Et ça peut donc voilà, vous donner un résultat final, donc ça peut vous permettre de donner un score à la politique qui sera exprimé en euros en agrégeant les impacts convertis en impact monétaire dans différentes catégories d'impact. Voilà, c'est une méthode qui est assez complexe et qui exige voilà, de convertir en termes monétaires les coûts et les bénéfices, des coûts et des bénéfices qui à la base ne sont pas monétaires, donc des émissions de gaz à effet de serre, des emplois créés, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, ça peut être une méthode pour donner un score final à la politique. C'est notamment utile si vous comparez plusieurs options politiques, donc si vous hésitez entre une norme et une subvention. Par exemple, pour la mise en place de panneaux photovoltaïques, ça peut vous permettre de comparer plusieurs options parmi lesquelles vous hésitez. Alors, je vois une autre question dans le chat. Est-il possible de spatialiser les indicateurs de suivi à l'échelle des départements d'un pays pour mieux situer les actions? Alors oui, tout à fait, c'est possible de spatialiser, c'est même... enfin, il n'y a aucune contre-indication, c'est totalement possible si vous disposez des données à l'échelle de la commune, du département, de la région. C'est tout à fait possible, c'est applicable à n'importe quelle échelle. La difficulté, souvent, c'est l'obtention de données, mais c'est tout à fait possible. C'est pas une question. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous pouvez mettre des petits pouces si jamais pour vérifier que c'est pas de notre côté le problème? Parce que je vois un message disant que on ne nous entend pas bien. Oui, ok, top. Merci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat. On pourra y revenir après. Mais là, vu qu'on a pris 5 minutes de retard, on va laisser Monsieur Barry pour sa présentation sur l'exemple de la Guinée. Allez-y, vous pouvez normalement présenter votre présentation, Monsieur Barry. Bonjour. Oui, Me bonjour recevez? Monsieur Barry. Oui, on vous entend bien. Est-ce que vous allez partager là-bas, c'est ça? La On peut le présentation? faire.
On peut partager, ouais, si ça peut, de votre côté, si ça peut permettre de faciliter la Juliette. Attendez, je vais essayer. Si ça passe, OK. OK. Sinon, vraiment aucun souci, hein, Juliette. Aucun problème là, donc on peut la partager. C'est bon? Vous l'avez? Alors, ça charge encore, Ouais, ça charge, mais ça Pas devrait arriver. encore. ça va arriver. En attendant, je vois dans le chat que vous souhaitez avoir les présentations. Il n'y a pas de souci, les présentations vous seront envoyées, ainsi que le replay, je crois, si je ne me trompe pas, à la suite de ce webinaire. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Tout vous sera recommuniqué derrière. C'est pas apparu? Peut-être la connexion. Ouais, peut-être arrêter, puis on va essayer de partager de notre côté, puis ça sera peut-être plus simple. Comme ça. En tout cas, on vous entend bien, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Est-ce que la présentation est apparue là-bas? Non, toujours pas. Si vous voulez, vous pouvez arrêter le partage et je vais le partager à votre place. Parce que là, ça indique partager, vous partagez une fenêtre. Mais voilà. En fait, je pense qu'il y a un problème de c'est pas réseau, apparu mais là-bas. on ne voit pas. Non, c'est pas apparu. Ouais. Oui, il y a. Mais Juliette va la Donc, partager. essayez de partager vous-même. Ouais, je vais essayer. Ça arrive normalement. Oui. Oui. C'est bon, vous voyez bien? Mais moi, on dit ici impossible d'afficher la présentation. Mais si vous voyez, moi, je peux déjà présenter. Si tout le monde voit. Vous voyez pas votre présentation? Normalement, Juliette a réussi à la partager. Je vois ici impossible d'afficher la présentation. Un problème est survenu lors de l'affichage du contenu. Ah, peut-être enlève et réessaye. Si jamais c'est peut-être un souci global. On réessaye une fois et puis sinon, on fera comme ça. Est-ce que les autres ont vu? Je recommence? Oui. Est-ce que c'est mieux là? Vous la voyez? Non, toujours c'est le même message. Mais est-ce que les autres participants voient? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un retour soit dans le chat, soit avec des pouces? Ok, Eleni nous dit qu'on peut le voir. Ok, donc de notre côté, c'est bon, Juliette peut vous guider sur à partir des numéros des slides, elle vous dira. Ok, moi je peux déjà commencer ici. Je peux travailler sur ma présentation ici directement. Ok. Très bien. Ok, donc merci beaucoup à tous. Donc mon nom c'est Mamadou Afizi Oubari, je suis un consultant guinéen donc, qui a été chargé de travailler sur l'application de cet outil de développement durable sur le projet d'électrification rurale en Guinée. Donc, alors je vous remercie pour l'invitation et nous allons essayer de parcourir ensemble, puisque déjà Madame Juliette a présenté le guide, donc je ne voudrais pas m'attarder sur cela, donc je vais juste aller directement sur l'application de cette méthodologie. Donc, je précise que, bien sûr, on avait eu quelques difficultés. Bon, bien sûr, moi, je comprends anglais, mais d'autres qui ne comprenaient pas l'anglais avaient des soucis pour utiliser donc, ce guide. Mais donc, heureusement, s'il est traduit en français, je pense que ça, c'est un acquis important. Alors, à titre de rappel, cette méthodologie donc, nous fournit un cadre et un processus global pour évaluer les impacts des politiques sur le développement durable. Et il y a des principes, des concepts, mais aussi des procédures qui s'appliquent à tous les types de politiques
et d'action et à tous les secteurs. Quand vous parcourez le guide, vous allez voir qu'il y a une possibilité, puisque le développement durable est très large, et donc il y a une possibilité d'appliquer le guide sur beaucoup de secteurs, et sinon tous les secteurs, et évaluer tous les types d'impacts sur le développement durable. Donc, nous avons suivi le guide pas à pas pour essayer d'exécuter toutes les actions qui ont été fournies dedans en suivant la chronologie qui a été demandée. Donc, il s'agit de revoir au niveau du pays quelles sont les politiques. Donc, nous sommes partis au plus haut niveau, voir quelle est la politique du pays et quelle est la politique en matière d'électrification rurale. Et nous avons une politique nationale ici d'électrification rurale. Nous avons essayé de revisiter cette politique et de la comprendre, de voir un peu quelles sont les actions ou les projets, les options, les activités, les projets. Donc ça, on a essayé d'avoir une vue sur ça. Et aussi de comprendre d'autres politiques liées au changement climatique. C'est par exemple, on reviendra plus loin, c'est la CDN. Nous avons essayé d'examiner aussi pour voir quel est le lien entre cette CDN et l'électrification rurale. Qu'est-ce que l'électrification rurale pourrait contribuer en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes de changement climatique. Donc, pour la Guinée, nous avons retenu d'appliquer la politique là sur l'électrification rurale d'une sous-préfecture qui est située dans la région de l'Abbé, que nous appelons ici Kouramangui. Donc, cette région a bénéficié d'un projet d'électrification rurale et nous avons voulu, en accord avec le ministère de l'Environnement et bien sûr l'ICAT, donc de voir un peu quel est l'apport de cette politique, de ce projet-là plutôt, en termes de changement climatique, en termes de développement durable. Donc là, nous allons au niveau du slide 4. Il s'agit de la présentation du projet. Alors, ce projet dont nous parlons a été lancé en 2015 par la Fondation Énergie pour le Monde dans le cadre du projet de petite électricité hybride en Guinée. Donc, il y a un projet ici qui est en partenariat avec l'Agence guinéenne d'électrification rurale. C'est une agence de l'État qui supervise les projets d'électrification rurale. Avec pour objectif général réduire la pauvreté des populations rurales de Guinée par un accès durable aux services d'électricité réalisé via une valorisation des ressources énergétiques locales. Ici, il y a un mix énergétique qui a été utilisé, c'est-à-dire le solaire et le diesel. On verra plus tard, plus loin, qu'est-ce qui a été installé en termes de solaire pour un budget de 1,8 million d'euros et 5 800 bénéficiaires directs, dont 21 700 indirects. Et il y a une société locale qui a été formée à cette occasion, qu'on a appelée société BDK. C'est cette société qui a eu la concession pour gérer ce projet au niveau local, donc percevoir les paiements à travers le système qui est mis en place, donc faire la maintenance, ainsi de suite. Alors, les objectifs, c'est en termes d'électrification décentralisée. Il s'agit d'installer 3 centrales solaires dans les villages de Kouramangui, Marché, Uruji et Ngueria. Donc, ces 3 villages-là sont dans la sous-préfecture de Kouramangui. Il s'agissait d'installer 3 centrales solaires pour ces populations-là. Ensuite, en deuxième chose, l'amélioration des services. Donc, fournir de l'électricité à plus de 20 000 personnes avec 400 abonnés domestiques, sociaux et économiques. En termes de développement durable, utiliser l'énergie solaire pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Ici, avant la mise en œuvre de ce projet, il faut dire que cette région, c'est une région qui utilisait beaucoup plus les énergies fossiles. Donc, ils n'ont pas accès
beaucoup à l'énergie solaire, même s'il y a des installations privées, mais de manière, en tout cas pour la ville, il n'y en avait pas. Il y a des citoyens qui disposent de quelques petites, voilà, des petites unités. Par exemple, ils ont un panneau solaire, ils ont une batterie et ils utilisent ça pour charger le téléphone. Donc, ou bien regarder la télévision. Mais c'est quelques familles qui avaient ça. Donc, il va sans dire qu'il y a une certaine expérience en matière d'utilisation de l'énergie solaire. En termes de résultats, ce qui est visé, c'est de doter ces 3 villages-là en matériaux d'accès à l'électricité à travers les trucs solaires. Ensuite, en termes d'impact social, il s'agit de contribuer à l'amélioration des services de santé. Il y a 2 centres de santé et ces centres de santé-là étaient confrontés au déficit d'électricité. Ils ne pouvaient pas conserver les médicaments, ils ne pouvaient pas faire des soins nocturnes tardifs. Donc, ces installations-là ont permis d'améliorer les services de santé, mais aussi l'éducation, parce que le soir, les enfants avaient été pour réviser, ils n'avaient pas accès à l'électricité. Et donc, ça, c'est venu aussi faciliter, mais ça facilite aussi pour les enseignants, et pour la recherche, pour la rédaction des cours, et ainsi de suite. Donc, préparer les exercices. Et en dernier lieu, il y a les activités économiques locales. Cela a permis, on verra plus loin, de favoriser le développement de certaines boutiques, des activités artisanales sur le terrain. En termes d'impact environnemental, il y a la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, au niveau de la diapositive suivante, donc en termes de présentation toujours, nous disons qu'au plan technique, il y a eu l'installation de 3 centrales solaires et des mini-réseaux qui ont été mis en place avec un système de prépaiement pour faciliter le moment, parce que ce système-là permet de gérer les choses, de comprendre la consommation, mais de faciliter le recouvrement. Donc, c'est ce système-là qui a été mis en place. Et ici, vous avez les différents coûts. Par exemple, les services domestiques, il y a 2 types. Et vous avez les services liés aux activités génératrices de revenus. Là aussi, vous avez 2 types, S3 et S4. Donc, les coûts dépendent de la limite de puissance. Pour S1, pour une limite de puissance de 100 watts, vous devez payer pour raccordement 150 000 avec un tarif de 3 500 francs guinéens par kilowattheure. Donc, ils sont fixés en fonction de la puissance que vous souhaitez souscrire. Alors, donc, ça, c'est ce qui est appliqué sur le terrain et nous avons essayé de comprendre combien d'abonnés nous avons, est-ce qu'il y a une extension du réseau, est-ce que les populations payent. Donc, nous sommes rentrés en contact avec la société qui gère ça pour avoir ces informations sur comment le réseau est géré et quelles sont les difficultés éventuelles. Donc, l'application de l'outil maintenant, nous avons suivi, comme on l'a dit plus tôt, les étapes qui ont été déclinées dans le guide. Nous avons procédé à la revue documentaire. Donc, nous avons essayé de chercher le document du projet. Nous sommes allés non seulement sur l'Internet, mais nous avons aussi contacté l'Agence guinéenne d'électrification rurale, mais la FONDEM elle-même en France, qui nous a transmis beaucoup de documents sur le projet pour comprendre le contexte de départ qui a prévalu à la mise en œuvre, à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet. Ensuite, nous avons examiné la CDN pour comprendre quels sont les engagements de la Guinée en matière de réduction des gaz à effet de serre, quelle est la place des énergies renouvelables dans ce schéma, et donc comprendre quel est le contexte global du pays en matière de changement climatique. Ensuite, nous avons examiné la politique nationale d'électrification rurale et le guide de l'ICAT, évidemment. Et nous avons regardé aussi
les évaluations qui ont été faites dans d'autres pays, dans le cadre de l'ICAT, et qui ont suivi cette même méthodologie. C'est le cas du Ghana, du Kenya et d'autres pays lusophones que nous avons consultés pour voir pour avoir une plus-value, qu'est-ce qu'ils ont suivi comme méthodologie et s'inspirer de ce travail-là pour aussi bâtir le nôtre. Donc, les parties prenantes, nous avons essayé en termes d'électrification rurale et ce projet-là, quelles sont les parties prenantes clés? Donc, il y a naturellement la Fonden, qui est le bailleur de fonds, qui a réalisé ce projet. Il y a l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Il y a l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ça, c'est une organisation de bassin qui se trouve dans la zone. Donc, le projet, en fait, se trouve dans ce bassin versant. Et il y a aussi l'Association nationale des communes de Guinée, parce que là où le projet a été réalisé, c'est dans une commune et qui relève du ministère de l'administration du territoire et qui est membre de cette association. Ensuite, nous avons consulté des experts dans le cadre du changement climatique et les représentants de la société de gestion qui est à la base là-bas dans la sous-préfecture qu'on appelle BDK. Et nous avons aussi regardé du côté du ministère de l'Environnement, notamment la Direction nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques et d'autres structures de l'État qui ont un lien direct avec des genres de projets liés à l'électrification rurale. Donc, nous avons fait une liste exhaustive selon notre connaissance et l'ensemble des échanges avec les experts. Nous avons élaboré une liste exhaustive des impacts possibles. Donc, les plus pertinentes ont été sélectionnées à travers une notation. Et nous avons suivi l'exemple fourni par le guide. Et là, nous avons essayé de voir pour chaque impact, est-ce que l'impact est pertinent? Est-ce qu'il est significatif? Est-ce qu'il est, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'inclure dans l'évaluation? Donc, c'est un questionnaire qui a été formulé et qui a été soumis aux parties prenantes. Donc, pour un projet d'électrification rurale, le premier impact serait, par exemple, l'impact économique. Là, nous avons identifié un certain nombre de catégories d'impact. C'est, par exemple, les impacts sur les activités économiques, notamment si on fait un projet d'électrification rurale. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va provoquer un boom des activités économiques. On peut avoir, n'est-ce pas, beaucoup d'activités qui peuvent se développer autour à cause de l'électricité. Ensuite, si ces activités se développent, c'est qu'il y a des emplois qui vont se créer, il y a de nouvelles opportunités d'affaires, il y a l'amélioration des revenus des ménages. Ça, c'est en ce qui concerne l'impact économique. En ce qui concerne l'impact social, nous avons essayé de voir la santé, l'accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat, l'accès à une énergie propre, de qualité et à un prix abordable, l'accès à la communication, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, mais aussi la baisse de la criminalité. Et chaque fois, chaque impact, nous essayons de voir quel est le lien, avec quel objectif de développement durable on peut lier cet impact. Donc, chaque impact identifié, nous essayons de voir quel est l'objectif de développement durable qui s'y est le mieux. Ensuite, le dernier volet, c'est le volet environnemental. Donc, le premier impact spécifique qui a été identifié, c'est concernant le changement climatique. Quels sont les effets d'atténuation qu'est-ce qu'on peut avoir en termes d'atténuation si on fait un projet d'électrification rurale? Qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'atténuation? Ensuite, vous avez l'accès à l'eau douce, l'amélioration de la qualité de l'eau, la réduction de la coupe du bois, l'usage des terres, la lutte contre la déforestation, la pollution de l'air. Par exemple, pour voir un peu, est-ce que ce projet a pu apporter des choses en termes de réduction de la pollution de l'air. Ensuite, la pollution de l'eau
et la perte de biodiversité. Et chaque fois, pour maintenant déterminer quelle est la probabilité que cet impact-là se produise, est-ce que c'est vraiment la mise en œuvre de ce projet qui a permis la réalisation de cet impact? Alors, on a essayé de demander aux parties prenantes de faire des notations. Donc, pour la probabilité, nous sommes partis de pas probable, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 50%, est probable, c'est-à-dire 60%. Nous avons identifié 3. Il y a mineur, qui est inférieur à 50%, modéré, 50 à 75%, majeur, 75 à 100%. Pour l'aspect, nous avons demandé aux parties de se prononcer, est-ce que l'impact est significatif? Si c'est oui, ou bien non, ou bien la partie prenante ne connaît pas. Ensuite, pour l'impact, nous avons essayé de voir est-ce que c'est un impact positif, est-ce que c'est un impact négatif. Donc, et une synthèse de tout cela a été faite pour déterminer quels sont les impacts. En fonction de chaque impact, est-ce que cet impact est probable? Est-ce que son ampleur est majeure, mineure ou autre chose? Est-ce que c'est un impact positif ou négatif? Et significatif. Chaque fois, ce sont les parties prenantes qui se sont prononcées. Et après, on a fait une moyenne des notes attribuées. En fonction de chaque partie prenante, on a fait la sommation, on a fait une moyenne pour déterminer, pour chaque impact spécifique identifié, quelle est la moyenne. Donc, pour déterminer, est-ce que réellement, si je prends par exemple le renforcement des activités économiques, est-ce que l'impact est probable ou bien non? Donc, cela a été fait et nous avons fait un grand tableau pour déterminer. Et à la fin de chaque activité, on détermine, on donne le raisonnement qui a motivé les parties prenantes à dire oui, OK, ce impact-là est vraiment a un impact appréciable ou bien non, ou bien c'est un impact positif, ou bien c'est un impact négatif. Donc, ce travail a été fait donc, en lien avec les différentes dimensions. Les données ont été analysées, les impacts ont été classés en fonction des impacts soit positifs ou bien négatifs, mais en s'inspirant du tableau de notation. Donc, chaque partie prenante qui nous envoyait, qui nous remontait les notes formulées, les notes proposées pour chaque catégorie d'impact, on faisait, n'est-ce pas, le recensement et on a fait un tableau pour établir la moyenne de, voilà, de chaque chose, chaque impact. Voilà, donc, on continue. Donc, comme je disais, au niveau de la diapositive 8, j'ai déjà expliqué ça, mais on revient juste, on a expliqué ça dans le tableau, que malheureusement, je n'ai pas pu poster ici. Mais vous avez, pour la dimension économique, vous avez les impacts pour la dimension environnementale, comme je le disais, les impacts pour la dimension sociale. Et pour chaque impact, des indicateurs. Les indicateurs sur la base de l'expérience. Et ces indicateurs aussi ont été proposés en regardant les différents rapports d'évaluation. Parce que nous avons reçu le rapport d'évaluation du projet et nous avons reçu aussi le rapport de départ, c'est-à-dire que l'analyse du contexte et tout ça, donc pour essayer de voir quel était le contexte au départ et à l'arrivée actuellement, quel est le contexte. Donc ça nous a permis de proposer des indicateurs et qui ont été discutés et validés. Ensuite, nous sommes passés à l'étape d'évaluation d'impact qualitatif. Il s'agit de décrire donc les impacts du projet et, comme vous le savez, l'impact qualitatif fait référence, c'est des éléments souvent non quantifiables, mais qui peuvent être appréciés. Alors, quelles sont les étapes qui ont été suivies? C'est premièrement d'inclure l'ensemble des impacts spécifiques identifiés. Donc, quel que soit l'impact, tout ce qui a été listé par les parties prenantes, que ce soit pertinent ou pas, on a inclus l'ensemble des impacts identifiés. Ensuite, nous avons essayé quelle est la
période d'évaluation. Et après, faire la caractérisation de chaque impact identifié en fonction de la probabilité qu'il se produise, de l'ampleur de son impact et de la nature du changement. Donc, c'est le tableau dont j'expliquais. Bien sûr, il y a eu des impacts qui ont été éliminés finalement parce qu'on se rendait compte que c'était difficile d'établir que ces impacts-là ont été produits nécessairement à travers ce projet. On n'avait pas les données pour définir, pour dire effectivement que ces résultats-là sont issus de ce projet. Donc, il y a eu des impacts que nous avons essayé de biffer de commun accord. Nous n'avons pas pu faire l'évaluation quantitative faute de données de terrain parce qu'il y a des éléments, par exemple, pour établir le scénario de base, il fallait avoir assez de données que nous n'avions pas d'abord, parce que les données de base du projet, nous n'avons pas pu avoir exactement le document du projet lui-même, mais nous avons eu quelques documents sur les rapports d'évaluation, sur l'évaluation environnementale et sociale, ainsi de suite. Donc, les données socio-économiques, quelques données, mais fondamentalement, quand vous prenez pour chaque axe, je donne juste un exemple. Si vous dites il y a combien d'écoles, on va vous dire il y a 1 ou 2 écoles. OK, combien d'élèves, vous n'avez pas cette information. Est-ce que combien d'heures ils ont accès à l'électricité? Donc, qu'est-ce que l'impact? C'est difficile d'évaluer si vous n'êtes pas sur le terrain. Donc, on s'est limité à l'évaluation qualitative. Et là, au niveau de la diapo suivante, vous avez les impacts en fonction. Donc, on a présenté un tableau sommaire ici pour vous montrer quels sont les impacts en lien avec les objectifs du développement durable. Donc, si nous prenons au niveau de l'activité économique, nous avons retenu la création de nouvelles activités économiques qui est étroitement liée aux ODD 1 et aux ODD 8. Et quels sont les impacts estimés? Nous avons essayé de développer. C'est par exemple, d'après notre enquête, nous avons trouvé qu'il y a au moins 111 consommateurs considérés comme des entreprises et qui se sont abonnés sur le réseau. Il s'agit par exemple des tailleurs, des commerçants, des détenteurs de boutiques, des soudeurs, etc., etc., etc. En termes de réduction des dépenses d'énergie, parce que comme vous le savez, avant, la zone n'avait pas accès à l'énergie solaire en tant que telle. Seuls quelques individus avaient des installations. Donc, en tant que tel, nous avons essayé de voir dans les différents rapports et de faire une estimation de la réduction des dépenses d'énergie qui s'élève à 89 millions et quelques GNF pour les ménages. C'était ça la dépense d'énergie avant le lancement du projet. Donc, nous avons estimé que si tous ces ménages-là ont pu se connecter, donc cette dépense peut être économisée. Donc, on peut considérer cette dépense qui était consentie avant pour accéder à l'énergie et elle constitue déjà un gain pour ces populations-là qui peuvent réinvestir ces fonds-là pour faire d'autres activités économiques. Bien. Ensuite, bien sûr, quand on a de l'énergie, on peut créer de nouveaux emplois. Quand on a créé des activités telles qu'on a ouvert une boutique. Vous m'entendez? Ah, oui, pardon, désolé. Oui, juste par contre, là, il est 55. Si vous pouvez essayer de finir en 5 minutes, je ne sais pas si c'est possible. OK. Merci beaucoup. Sans faute. Bien. Donc, là, vous avez aussi une estimation des impacts qui a été donnée. Ensuite, au plan sanitaire, il y a 2 centres de santé et un poste de santé qui sont raccordés. Et ça, c'est le tableau la diapo suivante. Donc, le tableau, ça continue. Voilà, donc c'est la suite. Vous avez l'accès à l'eau potable, vous avez l'accès à l'énergie propre, vous avez l'accès à une éducation de qualité, l'égalité des sexes. Nous avons essayé de voir, par exemple, dans le rapport, en termes de pénibilité des tâches réalisées par les femmes, comment ce projet-là peut réduire la pénibilité pour les femmes qui passaient assez de temps pour aller chercher de l'eau et les enfants aussi qui abandonnaient les études le soir pour aller chercher de l'eau.
Donc, ça permet de voir un peu. Et aussi en termes de changement climatique et l'usage des terres. Et en termes de suivi et reporting, nous avons essayé de recenser les impacts spécifiques inclus dans l'évaluation, de choisir des indicateurs. Et chaque indicateur choisi a été décrit de manière brève. Et nous avons défini la période de suivi et de fréquence. Identifier des méthodes de mesure, comment on pourrait mesurer cela et collecter les données, et des valeurs cibles de référence. Donc, en conclusion, il ressort que ce projet a permis de contribuer aux efforts de la Guinée pour l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment dans plusieurs volets. Et donc, ce projet a permis de booster des activités économiques, de créer des emplois, d'accroître le nombre de personnes ayant accès à l'électricité, de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d'améliorer les conditions de travail des enseignants, de contribuer à la préservation des forêts et de réduire les inégalités. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Barry. C'était très intéressant. On va laisser du coup la place à quelques questions. Parce que, du coup, merci d'avoir terminé assez vite pour qu'on ait encore quelques minutes pour les questions. Ça, c'est top. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions comme juste avant dans le chat. Comme ça, alors je vois qu'il y en a qui lèvent la main. Je peux vous ouvrir le micro. Normalement, vous pouvez. Voilà. Là, je vous ai ouvert le micro. Je n'arrive pas à voir votre nom parce que c'est AD les initiales. Voilà, je n'ai pas accès à. Ah voilà, Alassane Diallo. Normalement, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Est-ce que ça marche ou pas? Oui. OK, bonjour, bonjour. 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 Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. D'accord, nous remercions tous les présentateurs et puis particulièrement celui qui vient de finir avec sa présentation. Je pense que c'est vraiment un bon projet pour tout un pays. Donc, ma question porte sur la durabilité du projet des centrales photovoltaïques. Quel dispositif ils ont mis en place pour vraiment la durabilité de ces projets? Puisque dans nos pays, il a été remarqué, partout où il y a un projet, lorsqu'il y a des projets et mis en œuvre, tout va bien. Mais après les projets, c'est vraiment le recul. Je ne sais pas quel dispositif ils ont mis en place pour vraiment prendre en compte la durabilité du projet et même l'amortissement vraiment de ces panneaux solaires-là. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur Barry, je vous laisse répondre. Monsieur Barry, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Y a-t-il d'autres questions ou bien je peux entamer? Alors, on a une question du coup sur la durabilité du projet. J'ai entendu la durabilité. Ah. OK. Alors, merci, Monsieur Diallo, pour votre question. Alors, vous l'avez bien fait de souligner, la plupart souvent des projets qu'on lance chez nous ont des difficultés à cause de la durabilité. Se retire, il y a tout de suite des problèmes. Mais ici, ce projet-là, il y a eu la formation et l'accompagnement. C'est pourquoi ici, ils ont pris un exploitant local qui a reçu une formation technique sur la gestion et comment assurer la maintenance des installations. Ils ont été suffisamment préparés pour la prise en charge des pannes. Et celles qui dépassent leurs compétences font l'objet de contrats avec un fournisseur. Donc, ils ont prévu cela pour ne pas que demain, si l'installation tombe en panne, qu'il n'y ait personne pour pouvoir prendre en charge. Donc, les gens ont été formés, mais si ça leur dépasse leurs compétences, ils vont faire recours à un fournisseur. Ensuite, il y a aussi le fait que le personnel a été formé en matière de gestion financière et comptable. Donc, il y a un comptable qui a été recruté et qui est sur place pour travailler pour la gestion. Mais il y a aussi le système de prépaiement qui a été mis en place donc, pour éviter les déperditions financières. Et les gens aussi sont suffisamment sensibilisés. La population locale, heureusement, connaît déjà
l'importance de l'énergie solaire. Donc, c'est très facile pour les gestionnaires du projet de leur faire comprendre, attention, ce projet-là, c'est... Donc, il faut protéger les choses, il faut éviter de faire du vandalisme sur le réseau ou sur les installations solaires. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. Donc, il y a une forte implication des acteurs locaux. En fait, le projet, ils ont développé de sorte que les gens se sentent dedans. Ils sentent que le projet, c'est pour eux. Donc, c'est ça. Merci Je vous beaucoup. remercie. Si vous avez besoin de précision, je peux aussi, je peux toujours revenir. On va enchaîner sur... alors là, je vois des... ouais, il y a monsieur Philippe Missi. Je vais essayer d'activer... Ah, pardon, j'arrive pas à activer. Ah, c'est bon. Oui, Oui, monsieur bonjour. Philippe Missi. Normalement, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Super, merci. Euh, Allez-y. Merci et merci Barry pour la présentation. Elle est vraiment très enrichissante. C'est une étude de cas concrète. Merci. J'aimerais dire deux mots. La première chose, c'est peut-être pour plus de durabilité, pour d'autres projets aussi, peut-être il faudrait penser à intégrer aussi au niveau local la fabrication de tout ou partie des équipements ou des outils nécessaires à la maintenance des équipements. Donc, et le deuxième point, c'est une question que j'aimerais poser, c'est est-ce que votre organisation, M. Barry, est partie prenante dans le cadre de l'élaboration de la CDN 3.0 parce qu'avec votre expertise, votre expérience dans l'implémentation de tels projets, c'est important que vous soyez une partie prenante active. Je ne me suis pas présenté, Philippe Missi, expert CDN et stratégie long terme du Centre régional de collaboration de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Merci. OK, merci. J'ai perdu quelques points dans les questions parce que la connexion fait des fois un peu ici. Mais si j'ai compris, est-ce que nous sommes une organisation impliquée dans l'élaboration de la CDN 3.0, le ministère de l'Environnement comme consultant dans le cadre de ce projet? Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre si je suis une organisation ou bien si notre organisation est impliquée dans ce cadre-là. Donc, ou bien si le monsieur peut amener après une certaine précision. Voilà, parce que j'ai perdu quelques points de son intervention. Oui, c'était ça exactement la question. Elle a été bien comprise. C'est-à-dire, est-ce que votre organisation, avec l'expérience de terrain qu'elle a pour la mise en œuvre des projets comme ceci, des projets de développement durable comme ceci, qui intègrent tous les éléments qui concourent tant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis les mesures d'adaptation et tout ce qui est objectif de développement durable. Est-ce que vous êtes partie prenante du développement de la CDN 3.0 de la Guinée? Ou si j'ai bien compris, vous êtes en Guinée, ou alors le projet s'implémente en Guinée, ou est-ce que vous êtes partie prenante de l'élaboration de la CDN 3.0 dans Bien. Donc, autre je disais, pays de la sous-région? Merci. OK, donc je pense que c'est ça. Moi, je suis un consultant, je ne relève pas du ministère de l'Environnement. J'aimerais bien être associé à ce processus, s'il y a des possibilités. Voilà, donc
Sinon, c'est ça. Moi, je travaille comme consultant dans le cadre de ce projet. Et voilà. Donc, c'est le PNH pour le moment. Et je vous remercie aussi. J'ai vu une question dans le chat parlant de la réduction de CO2, combien de tonnes? Oui. Alors, nous avons, en concertation avec le promoteur du projet, le projet a permis de réduire 13,88 tonnes de CO2. Et donc, ça aussi, nous avons dans notre rapport porté cela. Et c'est en fonction de la quantité de diesel qui aurait été nécessaire pour produire cette quantité d'électricité. Et donc, les émissions évitées ont été calculées. Et cela amène à 13,88 tonnes de CO2. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tout ça, c'est un rapport bon, il va être très bientôt. On va peut-être prendre encore... Juliette, comment ça va? Juliette, alors, bonjour. Bonjour, vous avez une Bonjour, question? Juliette. Oui, non, moi, c'est par rapport à ma question posée, par rapport à la durabilité. Je pense que, comme vous le savez, ou bien nous le savons tous, les panneaux solaires et les batteries ont un temps très limité. Moi, je voulais savoir quels dispositifs ils ont mis en place pour le remplacement de ces matériaux-là, de ces matériels, quoi. Qui, pour moi aussi, c'est aussi dans la Vous savez que, bon, en fait, avec le système qui... Allô? C'est bon? Oui, vous avez terminé? Ouais, on vous entend. Merci. Donc, je dis, le système de paiement qui a été mis en place permet de recouvrer, de faire des recettes. Et donc, en cas de panne, ils vont faire face à ces pannes-là ou de remplacement d'équipements à partir des recettes qui sont générées. Donc, je pense que cette question est prise en charge en termes de remplacement du matériel, puisqu'il y a une assistante comptable qui a été recrutée et qui travaille sur ça, qui donc, certainement, avec les fonds qui sont générés, peuvent faire face à ces remplacements-là. C'est vrai, je comprends un peu, parce que souvent, les fonds qui rentrent ne sont pas suffisants. Peut-être que le gouvernement ou d'autres bailleurs de fonds pourront les aider à faire face. Mais je pense que cette question est prise en charge dans le cadre du recouvrement des recettes. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Barry. On va peut-être prendre une dernière question et après on sera obligé de finir le webinaire parce que c'est passé l'heure. Donc ça fait un moment, je crois, que j'avais une main levée. Ah, ça, je sais pas, c'est vrai. Donc Monsieur Mahamat Hassan Idri, je vais ouvrir votre micro si vous voulez. Voilà, ce sera la dernière question. Et après, on sera... Voilà, si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pourrez nous les poser par mail ou quoi. Voilà, Allô, oui, on vous Juliette. entend. Juliette, Madame Juliette. On vous entend, oui. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Oui, ma question est déjà posée en ligne, mais comme je disais, pour la durabilité de ce projet, donc cela veut dire qu'il faut un comité de gestion pour mettre en place. Et comme le présentateur vient de dire, il y a une fonds qui vont gérer, mais normalement, il faut avoir un fonds de projet qui est vraiment, ce sera capital pour que les gens gèrent ce projet d'une manière de durabilité. Merci. OK. Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui, vous voulez répondre, Monsieur Barry, peut-être une seconde? Oui, merci beaucoup. Il y a bien sûr des comités locaux qui ont été mis en place, formés. Donc, charge, comme je l'ai dit, l'exploitation de ces mini-réseaux. Donc, il y a des comités. La mairie est impliquée, la société civile au niveau local est impliquée, les utilisateurs eux-mêmes sont impliqués. Donc, une affaire de la communauté locale. C'est pourquoi la société même qui gère ça a été constituée par 3 promoteurs qui sont des citoyens
installés à la base là-bas. Donc, c'est eux qui ont été mis en avant. Ils ont constitué la société. Et maintenant, il y a tout autour la communauté rurale de développement, donc ce que l'on appelle ici CRD, ou la commune urbaine, la commune rurale maintenant. Donc, c'est eux, ils sont impliqués, ils suivent de près comment est-ce que la gestion se passe. Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter là pour ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, le chat est éventuellement toujours accessible si vous voulez les poser et puis on essaiera de répondre soit par message, soit directement par mail un peu plus tard. Sinon, n'hésitez pas voilà, nous envoyer directement vos questions par mail. Dans tous les cas, vous recevrez les présentations par mail et le replay aussi dans les prochains jours, je crois, peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, et là vous avez toujours le QR code pour télécharger le guide, mais dans tous les cas, il est accessible directement sur le site de l'ICAT en français. Donc voilà, merci beaucoup Monsieur Barry. Je ne sais pas si Juliette, tu veux. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain pour le webinaire sur les parties prenantes pour ceux qui s'intéressent. Voilà, même heure, 15h30 jusqu'à 17h. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Ouais, merci.